Bienvenue à Deux pour un de passion. Chaque semaine, on va rencontrer des passionnés qui ont décidé de vivre leur rêve pour connaître leur histoire. Aujourd'hui, on rencontre une ex-juge à la retraite qui fait de la mise en scène, qui joue au théâtre, qui écrit des livres de fiction et qui s'implique chez les impatients. C'est ce qu'on appelle avoir une retraite bien active. Voici l'histoire de Céline Lamontagne. Céline Lamontagne, bienvenue à Deux pour un de passion. Merci de m'inviter. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Là, je ne vais pas me tromper, on dit bien ex-juge de la Cour du Québec criminelle ou criminelle? En fait, c'est la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale. Alors, mais on dit ex-juge. Ex-juge. De la Cour du Québec, c'est ça. Et là, juste pour pas, là, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont se dire « Ah, mon Dieu, ce petit garçon n'est pas bien élevé, sa mère n'a pas fait un bon travail, il la tutoie. » On a décidé de se tutoyer. On est en train de développer une relation, là, en fait, on en a parlé tous les deux, puis je me sens très à l'aise à ce que tu me tutoies et à ce que je te tutoie. Voilà. Donc, c'est une convention, et puis c'est bien correct. Voilà. Ma mère m'a bien élevé. Tout est beau. Donc, aujourd'hui, on veut découvrir un peu ton histoire, la raconter, en fait, parce que maintenant, tu es à la retraite. Mais j'ai quitté la magistrature, voilà. mais je travaille encore comme une déchaînée, c'est ça. Ben oui, c'est ça. On va parler de tes implications et tout ça, puis et de parler justement de l'art, parce que quand on lit sur toi et qu'on te connaît, on a l'impression que tu es un peu plus, un profil un peu plus artistique. Bien, j'aurais bien aimé être un artiste, comme dit la chanson. Ouais. Mais c'est pas ce qui est arrivé. En fait, j'en ai fait un peu quand j'étais étudiante en droit, en fait, pendant mon cours de droit. Et je suis allée étudier l'art dramatique en Angleterre. C'est ça. Mais ça s'est fait en même temps. C'est pas que tu étais en dilemme, est-ce que je vais comme comédienne ou en droit? Non, non, pas du tout. C'est que en plus. C'est ça. C'est que j'ai décidé... En fait, initialement, je devais aller faire mon cours au London School of Economics pour parfaire ma formation. J'étais dans mes études de droit. Et donc, je m'étais inscrite au London School. Et je suis allée au premier cours et c'était un cours magistral. Et là, je me suis dit, ben c'est pas comme ça que je vais apprendre vraiment à parler anglais, parce que c'était le but. Je m'exprimais, mais pas de façon fluide. J'avais fait du théâtre dans mes études classiques et tout ça. Alors, je me suis dit, puis il y avait une revue à Londres qui s'appelait Time Out, où on annonçait des cours de théâtre. Et comme je n'aimais pas trop le cours au London School, je me suis inscrite, en fait, au cours de théâtre. Et pendant un mois, j'ai suivi des cours de théâtre et c'était avec Sir Laurence Olivier, qui est le maître en théâtre, extraordinaire. Ouais. Et j'ai énormément appris. Et puis, ben c'est ça, pendant un an, j'ai fait du théâtre. Parce que là, il n'y a pas grand juge ni avocat au Québec qui peut se dire qu'il a joué avec quand même Pierce Brosnan. Ah, ben non, c'était... En fait, après ce cours-là, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont décidé de former une troupe de théâtre. Ils ont fait passer des auditions. J'ai passé l'audition, puis ils m'ont pris. Bon. Parce qu'ils disent que les francophones, on s'exprime beaucoup avec notre figure, et bon, on est moins... passif, si on veut. Et donc, alors j'ai été engagée et un de mes partenaires de jeu était Pierce Brosnan. Alors, pendant une année, on a fait, ça s'appelait The Oval House Theatre Group, et on a fait de l'improvisation. Et Pierce était mon partenaire. Alors, la pièce qu'on a montée s'appelait The Family. Wow. Et donc, j'ai fait du théâtre. Et on s'est promené, on était chanceux, on s'est promené à travers l'Angleterre, on a joué un peu partout. Avant d'être juge, tu as été avocat? C'est ça, parce qu'il faut être avocat pour être juge. Alors donc, j'ai fait, après cette expérience-là à Londres, je suis revenue au Québec. J'ai complété mes études en droit. Et puis là, c'était le dilemme, est-ce que je m'en vais en... Bon, puis probablement, là, je fais une interprétation, mais ça se peut bien que ce soit ça. Probablement pour question de sécurité, bien, j'ai choisi le droit. Et je suis allée en droit criminel parce que je trouvais ça important. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas représentés par avocat. Et donc, je trouvais le droit criminel intéressant. Les principes de base fondamentaux allaient me chercher. Et donc, j'ai commencé dans cette matière-là. Et j'ai été avocate en droit criminel pour la défense. À la défense, c'est ça. J'ai commencé à l'aide juridique de Montréal.
Et donc, je pense que tout le monde connaît l'aide juridique, mais c'est un endroit où les gens, que les gens qui ne sont pas en mesure de payer leurs avocats peuvent se présenter à l'aide juridique et demander à être représentés par un avocat qui est payé par l'État. Il y a des critères de base, là, évidemment, pour être accepté, c'est ça. Et donc, j'ai travaillé à l'aide juridique pendant 2 ans. Et par la suite, 3 autres de mes collègues qui travaillaient à l'aide juridique et moi, on a décidé de s'ouvrir un bureau d'avocat. OK. Alors donc, on a eu notre bureau de pratique privée où on pratiquait le droit criminel. Puis j'ai aussi également fait des commissions d'enquête. Oui. Alors... Et tu t'es retrouvé juge. Oui. Alors oui, c'est ça. Après, bien, pour être juge, il faut avoir au moins 10 ans d'expérience comme avocat. Okay. Et donc, on postule, c'est-à-dire on envoie notre candidature et on indique notre expérience. Bon, le fait que mon expertise en droit criminel, il y avait très peu de femmes à ce moment-là qui en faisaient. Parce qu'un fait intéressant, tu as été la première avocate criminaliste du Québec, une des premières. C'est-à-dire, pas la première, parce qu'il y en avait d'autres avant moi, mais j'ai fait partie des premières avocates en droit criminel à la défense. Puis il y avait d'autres femmes aussi, là. Mais en pratique privée, il y en avait peu. Et donc, avec cette expertise-là, j'ai donné mon nom pour être juge en droit criminel, parce que c'était ma branche forte. Et puis, j'avais fait les commissions d'enquête. Ça aussi, c'était intéressant. Et là, c'est ça, à l'époque, tu étais une des premières, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Est-ce que depuis, ça a changé? Est-ce qu'il y a plus de femmes qui s'intéressent à cette partie-là? Il y a beaucoup de femmes maintenant qui sont... Oui, d'ailleurs, le profil de la Cour a changé beaucoup. Je pense qu'il y a au moins 30 des femmes, des candidats ou des juges qui sont des femmes. Alors donc, effectivement, le profil a changé énormément, autant au niveau de la magistrature qu'au niveau des avocats, à la couronne et à la défense qui pratiquent. Puis on le voit aussi dans les universités, dans les facultés de droit, maintenant, c'est majoritairement féminin. C'est un milieu, tu as dû en entendre et en voir des vertes puis des pommures et des choses pas évidentes. C'est difficile. On essaie de faire ce qu'on peut dans le job qu'on a, autant comme avocate. J'ai essayé de faire de mon mieux, pour que les droits de la personne soient respectés, puis autant comme juge, faire en sorte que la personne soit jugée adéquatement puis bien représentée. Mais en fait, je dirais, une affaire qui m'a le plus frappée, c'est combien la solitude, l'isolement. C'est ça qui m'a le plus frappée. Oui. Surtout à la magistrature, quand j'étais juge, c'était de voir des gens qui se présentaient devant la cour, détenus, puis on leur demandait, par exemple, tu sais, une accusation qui est pas très grave, là. On leur demandait, par exemple, avez-vous quelqu'un qui peut venir cautionner pour vous, qui peut venir répondre pour votre personne? Et souvent, ce qui arrivait, c'est qu'il n'y avait personne. Il n'y en avait pas. Puis là, on leur demandait, bien, vous n'avez pas un ami, un frère, une sœur, quelqu'un qui peut venir signer pour vous pour assurer que vous allez respecter les conditions. Et c'est ça, moi, qui m'a le plus frappé dans ce métier-là. C'est que combien de gens sont seuls. C'est vraiment la détresse, la misère humaine, et on la voit au quotidien à la Cour. Hein. Avocate, juge, auteur, tu écris des livres de fiction. Oui. Ce qui est quand même assez inusité, parce qu'il n'y a pas... je pense... Tu es probablement la seule avec ton amie Suzanne Coupal, si je ne me trompe pas, avoir écrit des livres de fiction. Bien, oui, c'est-à-dire qu'il y a Bernard Schling, en fait, qui est un juge. Bon, mais oui, effectivement, avant d'écrire ces livres de fiction-là, j'ai écrit des livres aussi plus juridiques. Oui, c'est ça. Mais à un moment donné, est venue l'idée d'écrire un livre de fiction, en fait, un polar. Coupal, tu la connais depuis tes études au HEC, ça faisait longtemps. Non, c'est pas au HEC, c'était en droit. En droit. Et puis, c'est là, en fait, on s'est rencontrés plus alors qu'on était avocate. Et donc, et par la suite, elle était juge comme moi. Et là, on a décidé d'écrire un livre et on a écrit un polar. Puis ensuite, on a écrit des nouvelles. Parce que c'est des livres où vous êtes inspiré de choses que vous avez vues et entendues, mais romancées ou en fait, c'est de la fiction. C'est de la fiction. Comme le roman policier, il y a certains personnages qui peuvent être tirés de personnes comme par exemple, que moi, j'aurais pu défendre, ou de personnages qu'on a vus à la cour, mais c'est de la fiction. Et ça, c'est un roman policier qui se passe dans le temps du festival de jazz. Et en fait, c'est un policier qui s'est suicidé et qui, donc, sa fille ne veut pas accepter ça et on se demande si c'est un suicide ou un meurtre.
à peu près l'histoire. Bon. Les nouvelles, ça, c'est le roman policier. Par la suite, on a écrit des nouvelles. Ça s'appelle Je le jure. C'est ça. Oui. Et ça, c'est inspiré effectivement, de personnages, de personnes, oui, ou de cas qui se sont présentés à la cour. Puis, bon, évidemment, c'est romancé, mais c'est des histoires des fois touchantes. Et ne cherchez pas ces livres sous le nom de Céline Lamontagne, c'est sous le nom de Laurie Miller. C'est ça. Et ton amie Suzanne Coupal, qui est... Ce nom de Clara Marais. Oui, c'est ça. Parce que vous vouliez les deux distancier, bien, faire la séparation entre vraiment juge, parce que c'est quand même sérieux, il y a une crédibilité et tout ça. Donc, vous avez écrit sous des pseudonymes. Oui, tout à fait. Pour faire la cassure, ça. Bien, pour nous donner un petit peu plus de liberté aussi. Ouais. Donc, le premier, on a fait le polar, on l'a écrit sous nos pseudonymes, avec Roger Deslandry qui était là pour annoncer le livre. Ouais. Et le deuxième, on l'a écrit aussi sous ces pseudonymes-là. Puis ça nous donnait une protection. Parce que, quand même, comme juge, on a un devoir de réserve. Ouais. Et donc, en agissant comme... mais c'était écrit à l'arrière qu'on était... Oui, oui, c'est pas caché, c'est pas... c'est ça. Oui, c'est vraiment pour séparer les deux choses, pour faire une distinction. Mise en scène, interprétation... que tu fais beaucoup. Beaucoup. Bien, comme j'avais cette fibre-là, je me suis dit, il ne faut pas que je lâche ça, il faut que je me garde en forme. Et je suis impliquée avec le Théâtre d'aujourd'hui, où je fais je suis comédienne. La plupart des fois où tu en fais, c'est pas mal toujours relié à des causes. Oui, parce que le Théâtre d'aujourd'hui, c'est pour en fait, on fait des extraits de pièces d'auteurs québécois, et c'est des gens d'affaires, des gens du milieu médical qui participent à ces soirées-là. On joue, et les bénéfices de cela vont au Théâtre d'aujourd'hui. C'est la même chose au Festival Jamais lu. Je participe à cela également. C'est un festival qui est super intéressant. Des jeunes auteurs, des essais de premières pièces. On fait des lectures en salle, puis on essaie de... Et c'est un bon test aussi pour les auteurs, pour voir ce qu'ils ont à changer, ce qu'ils ont à modifier. Et le Théâtre debout, c'est pareil. Je suis impliquée dans le Théâtre debout. Parce que c'est un théâtre, c'est des gens en lesquels je crois, qui montrent des belles pièces québécoises et aussi des traductions. C'est vraiment motivant, c'est stimulant. Puis c'est des gens qui veulent faire en sorte que l'art, le théâtre, aille dans les maisons. Céline, on va s'amuser un peu. J'ai des petites questions pour toi sur Montréal et la passion. Est-ce que tu sais ce que tu penses de Montréal? On va aller faire ça. OK. Mon Dieu, c'est toute une question, ça. Cette heure-ci, 4h moins quart, jeudi après-midi. Être passionné, c'est d'être enflammé pour une idée. Oh, bonne question. Hey, écoute, j'en ai plusieurs, mais je me promène souvent sur la rue Saint-Denis. Oui. Parce que j'aime cette rue, parce qu'elle a une jante variée. Partir de Sherbrooke, aller jusqu'à de la commune. Alors, j'aime beaucoup cette rue. Il y a beaucoup de petits cafés, il y a des galeries, il y a des théâtres, il y a des cinémas, il y a des restaurants. Et puis, j'aime me promener sur cette rue-là. Montréal, c'est la place des festivals. Oui. Alors, dans tous en fait, à partir de Saint-Denis, le quartier des spectacles, le quartier des spectacles, maintenant où il y a tous les festivals, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Le Parc La Fontaine. Oui. Parce que, bien, premièrement, en fait, je dirais 2 parcs. Je vais commencer par le Parc La Fontaine, parce que le Parc La Fontaine, c'était le parc... Je restais devant le Parc La Fontaine avant. Et avec mes enfants, on allait tous les jours au Parc La Fontaine faire notre promenade, et les enfants couraient après les pigeons au parc. Alors, donc, le Parc La Fontaine, c'est comme un attachement. Il y a un bel étang. Il y a une belle promenade. Alors, j'aime beaucoup ce parc. Puis aussi, bien, aller me promener sur la montagne, j'adore. Je me promène beaucoup en métro. Je prends l'autobus, je marche. Ouais. Moi, j'aime ça. J'aime pas ça avoir la voiture à Montréal. Je trouve que c'est... Évidemment, tout le monde chicane la voiture à Montréal. Puis surtout présentement, parce que ça circule très mal. Il y a la construction partout. Les gens sont impatients. Et ce qui fait en sorte aussi qu'il y a moins de gens qui viennent nous voir ou qui viennent à Montréal parce que c'est moins accessible. Mais quand on se promène à pied, bien, c'est super. Céline, t'arrêtes pas une minute.
Est-ce que tu es plus occupée depuis que tu es à la retraite? Tu fais tous Je vais répondre causes-là? Comme tous ceux qui ont laissé leur travail, ils disent tous qu'ils sont plus occupés après avoir... Mais j'ai l'impression que la notion de temps est différente. Le fait de ne pas avoir un horaire ciblé comme quand j'étais sur le banc. Bon, tu arrives à telle heure, tu finis à telle heure, et tu as délibéré, eu le temps pour prendre des décisions et tout ça. Là, l'horaire est beaucoup plus chamboulé parce qu'il y a plusieurs... En fait, moi, je suis impliquée dans plusieurs affaires, ce qui fait que ça roule vite. Et donc, peut-être c'est ça qui donne l'impression à bien du monde qu'on est plus occupé. Mais je suis pas sûre qu'on est plus occupé. En tout cas, mais j'aime ça. On va en parler un petit peu. Aujourd'hui, l'émission se concentre sur les impatients. Donc, les images qu'on voit, c'est des ateliers, entre autres, chez les impatients, les vernissages, expositions, tout ça. Tu es une collaboratrice assez exceptionnelle. Bien, je sais pas si c'est exceptionnel, mais je sais que ça fait longtemps que j'aime... Premièrement, les impatients, ça existe depuis 1992. Oui. Hein? C'est issu de la Fondation des maladies mentales. Et la Fondation des maladies mentales, c'est mon conjoint qui a créé ça. OK? Alors, donc, j'étais déjà sensibilisée à la maladie mentale. Et quand a été créée la Fondation Les Impatients, c'est avec Lorraine Palardy, qui est la présidente fondatrice. Si on remonte dans le temps, mon implication était sporadique. Okay? Mais j'ai toujours été impliquée dans différents projets. Depuis que j'ai quitté la magistrature, là, c'est sûr que mon implication est plus grande et j'y passe plus de temps. Parce que c'est une fondation que j'aime et parce que les gens qui fréquentent les ateliers, c'est des gens qui sont sains. Oui. Et qui sont purs et qui sont fragiles et qui sont fragilisés par ce qu'ils souffrent, mais sont davantage fragilisés par le regard des autres. Et je trouve que les impatients, c'est un bel organisme qui leur permet dans lequel ils peuvent venir s'exprimer librement. Ils n'ont pas de contraintes. Donc, et puis, il y a on peut en parler plus, et puis il y a différentes sortes d'ateliers. Et donc, c'est un organisme qui s'occupe vraiment de la personne. C'est ça, il y a un côté très humain. Parce que d'ailleurs, je vais juste mentionner, puis tu pourras, toi, ajouter ton mot, peut-être, ou ta définition de la façon que toi, tu le vois, puisque tu es vraiment impliqué dedans. Mais la mission des impatients, c'est de venir en aide aux personnes atteintes de problèmes de santé mentale par le biais de l'expression artistique. C'est ça. J'anime les ateliers libres. Donc ici, c'est locaux-là et aux Trois Sapins, juste en face. Les ateliers libres, c'est chaque participant peut venir et créer à sa guise avec les matériaux qui sont à leur disposition. Donc chacun peut venir avec sa patte artistique et l'explorer au maximum. Et nous, on est là justement pour les guider, parfois quand ça coince, quand parfois il n'y a pas forcément d'idées, essayer de montrer toutes les possibilités. Chacun arrive avec ce qu'il est, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Évidemment, on respecte ce que chaque personne est. Et oui, c'est vraiment ça. On est là pour les guider, les accompagner, les rassurer beaucoup aussi. Et le plus important, c'est le processus aussi. Qu'est-ce qui va nous mener à une réalisation? Par quelles étapes on va passer? Quel coup de crayon il va y avoir? Quel accident il va y avoir sur la feuille de papier? Est-ce qu'on joue de ça ou pas? Tout est possible. Ce qui est intéressant, je trouve, avec les impatients, c'est que les gens peuvent participer à des expositions où les artistes professionnels et les impatients sont jumelés. Puis, on diffuse les œuvres. Alors, c'est magnifique pour l'estime de soi. Parce qu'ils deviennent des artistes puisqu'ils sont diffusés, c'est ça? Tout à fait. Puis c'est étonnant. En tout cas, j'invite tout le monde à venir à l'exposition qui va avoir lieu là, bientôt, qui va durer 2 mois de temps et qui recueille... L'exposition est composée d'œuvres d'impatients, d'artistes professionnels. Et des fois, c'est j'allais dire amazing, mais c'est étonnant. Qu'il est impossible d'identifier l'œuvre d'un impatient et l'œuvre d'un artiste. C'est un artiste, c'est ça. C'est ça. Alors donc, cette façon de faire-là permet aux impatients, justement, de créer, d'exposer leurs œuvres, de réunir des gens autour de leurs œuvres, de faire en sorte, par exemple, que des amis ou la famille vont venir voir ça. Ça va être encourageant. Et, et puis, ça diffuse ce qu'ils font aussi. Donc, ils participent de cette façon-là en faisant des peintures. On a fait aussi en faisant des toiles. On a fait aussi des coffrets de lettres d'amour. C'est ça, parce que là, c'est une fondation, donc ça prend des sous pour offrir des services et tout ça. Et il y a vraiment plein de choses qui ont été faites, dont les coffrets 1000 mots d'amour. C'est ça. C'est ça le problème avec les fondations, c'est l'argent. Et c'est pas récurrent.
Donc, il faut inventer. Il faut créer, il faut faire en sorte qu'on fait des produits où on fait des événements pour aller chercher des sous, pour avoir plus d'ateliers, parce que nous, aux Impatients, il y a 450 participants par semaine. C'est ça, et c'est des services offerts gratuitement. C'est gratuit. Donc, ils sont référés souvent par des médecins ou par des travailleurs sociaux ou par leur psychologue ou le CLSC. Et donc, ils viennent chez nous, c'est gratuit. On est dans 7 lieux différents au Québec et on voudrait faire en sorte qu'il y ait plus de lieux de... C'est ça, parce que là, c'est à Montréal, mais Drummondville, Granby, il y a d'autres endroits, là, c'est pas juste C'est pas juste à Montréal, mais il y a Verdun, oui, il y a Drummondville, et on va avoir quelque chose qui va ouvrir à Joliette. Wow. Et donc, mais on aimerait qu'il y ait des impatients partout. Oui. Il semble qu'il y ait des lieux d'expression artistique partout, parce que justement, il y a une jeune étudiante qui fait sa maîtrise et qui a fait une étude sur les ateliers chez nous et qui a démontré que 83 de personnes qui suivaient les ateliers disait que c'était très bénéfique et que ça évitait dans 65 des cas d'hospitalisation. Donc, ça a un effet bénéfique et c'est un effet de rétablissement. C'est pourquoi moi, je travaille avec cette fondation-là. Parce que, justement, je trouve que ça respecte la personne et c'est libre. On ne sait même pas aux impatients de quoi ils souffrent. On ne sait pas si c'est un psychotique ou si c'est un schizophrène ou s'il y a des troubles de la personnalité. On ne demande pas ça. Tu viens chez nous, si tu as le goût de peindre, tu peins. Justement, dans les témoignages des impatients, ce qui revient souvent, c'est le côté humain et c'est le fait qu'ils se disent « Si moi, j'avais pas les impatients, il faudrait que j'aille à l'hôpital puis ça me tente pas. » Tout à fait. Donc, c'est très juste ce que tu dis. C'est une belle façon de voir que c'est un service qui est essentiel et qui fait du bien. Donc, justement, il y a les coffrets, il y a eu des albums. Parce que ça vous aide à vous financer. Parce que souvent, les gens, on demande toujours qu'est-ce qu'on peut faire pour une cause et tout ça. Des fois, il y a des gens qui sont peut-être pas à l'aise d'être confrontés directement à que ce soit ça, les troubles mentaux ou que ce soit la misère ou tout ça. Indirectement, chacun peut faire sa part, que ce soit d'aller acheter un coffret de 1000 mots d'amour. Il y a eu les albums, les duos improbables, des belles chansons avec des duos un peu spéciaux. Ben, c'est ça, qu'on ne s'attend pas nécessairement qu'ils vont chanter ensemble. Puis il y a des découvertes quand même intéressantes à faire sur ces albums-là. Mais aussi, s'il y en a qui veulent vraiment donner du temps, vous êtes toujours ouvert à recevoir des gens. On a toujours besoin d'amis. Et d'ailleurs, à part l'argent, les impatients ont besoin de quoi? Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Premièrement, vous pouvez aller sur le site. Hein, c'est très beau site avec plein d'informations. www.impatient.ca. Alors, donc, venez nous voir, vous allez voir c'est quoi. Vous allez avoir des vidéos de personnes qui témoignent, des témoignages d'impatients. Vous allez voir des œuvres aussi qui sont faites par les impatients. Les activités, alors c'est de venir à nos activités parce que plus on en parle, je pense, plus ça démystifie, plus ça sensibilise les gens à c'est quoi la maladie mentale. Parce que c'est pas... On est en 2015, là. On pense qu'on a réglé bien des problèmes, puis on pense qu'on est plus souple ou plus à l'écoute ou plus... Oui, c'est ça, plus ouvert. Puis c'est pas nécessairement vrai. Vous avez quand même une collection de 10 000 œuvres environ. Effectivement, depuis le début. En fait, les œuvres des impatients ont été colligées, rassemblées, et on a environ, comme tu dis, là, je pense qu'on est rendu à 12 000 œuvres d'impatients. Et il y a certaines des œuvres qui font partie de la collection d'art brut à Lausanne. Oh. Alors, donc, il y a des impatients qui sont exposés à Lausanne. Et donc, avec cette collection-là aussi, ce qu'on aimerait faire, c'est de la diffuser davantage. Il faut évidemment, 12 000 œuvres, hein, il faut répertorier toutes ces œuvres-là, faire un catalogue, ce qui demande des sous, qui demande beaucoup de ressources. Et aussi, on a un système de location, c'est-à-dire si une entreprise veut louer des œuvres, bien, elle peut très bien louer des œuvres chez nous. Et on a vraiment des belles choses. Qu'est-ce que tu espères pour justement cette cause-là et ces gens-là pour l'avenir? C'est quoi ton souhait? Parce que, comme tu disais, on a un peu des préjugés envers la maladie mentale. J'espère que les impatients vont faire en sorte que la Fondation des impatients là, va faire en sorte que ces gens-là vont être de moins en moins fragilisés par le regard des autres. Et aussi qu'il va y avoir plus d'ateliers d'impatients un peu partout au Québec.
Parce que je pense que c'est très important. La philosophie des impatients, c'est justement de permettre à des personnes de créer, que ça soit festif, que ça soit ludique, ouais. et que donc, qu'il y ait plus de personnes qui aient accès. Céline, oui. Merci beaucoup. T'es déjà fini? Oui, mais c'est super trop intéressant. parlé. Mais non. Mais oui. Super intéressant, merci beaucoup. Mais merci à vous, merci à toute l'équipe. Fais attention à toi, garde-toi un peu de temps quand même pour toi. Oui, hein? oui, j'ai le temps de venir ici, fait que je vais trouver le temps. Regarde. Bon, parfait. Merci beaucoup. Merci. Pour tout savoir sur l'émission et sur nos invités, suivez-nous sur la page Facebook. Coordonnées et liens sont toujours disponibles. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à bientôt.